toutes et à tous d'être présents pour ce webinaire, puisqu'on a quand même beaucoup d'inscrits. Donc, j'espère que le sujet vous intéresse et du coup, vous allez apprendre plein de choses pendant cette heure et demie. Alors, je me présente, Pierre Biozen, je suis de l'ARB Occitanie et je serai en charge de l'animation de ce webinaire. Et on a plusieurs invités pour ça. Tout d'abord, Delphine qui va vous accompagner puisque vous pouvez poser vos questions. Delphine Jung de l'OFB. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Conversation qui est en haut à gauche de votre écran. Vous ne pourrez pas interagir vous ne pourrez pas parler pendant le webinaire parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Conversation. Et ensuite, donc, par rapport au programme, donc du coup, une courte introduction qu'on va vous proposer. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet avec une présentation du dispositif de l'Atlas de la biodiversité communale par Stéphane Lefebvre de l'OFB. Ensuite, on ira sur le programme TEN qui sera présenté par ma collègue Cécile Bedel, donc de l'ARB Occitanie. Et on aura 2 retours d'expérience, on les remercie, de 2 élus, donc de Saint-Privat-de-Valognes et de Montagnac. Je les laisserai se présenter tout à l'heure. Et on clôturera ensuite à 15h30 si on arrive à tenir les délais, mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, je suis désolé, de temps en temps, il y a des petites pauses puisqu'il faut que j'accepte les gens qui arrivent. Du coup, on va commencer par vous rappeler, alors peut-être un petit chiffre du mois parce qu'on parle forcément de biodiversité. L'ARB organise ce webinaire. Donc, ce chiffre, c'était 70 à 80%. Alors, c'est des choses un peu négatives, mais de disparition d'insectes. Alors, pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un article assez récent dans Le Monde qui est daté du 10 février dernier, qui relatait encore une nouvelle étude qui a été faite au Royaume-Uni, qui nous donnait de l'information comme quoi, dans les 20 dernières années, on a eu plus de 60% d'insectes qui disparaissaient. Donc voilà, un sujet qui est quand même très important à prendre en compte et forcément qui vous concerne tous. Et pour ça, il y a quand même des solutions pour agir. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous les présenter. Et par rapport à ça, notamment, l'ARB Occitanie a lancé l'année dernière une enquête auprès de l'ensemble des communes d'Occitanie et 337 ont répondu à l'appel pour voir les actions qu'elles mettaient en place au sein de leurs compétences. Alors, il n'y a pas que ces actions-là qu'elles mettent en place, bien évidemment, mais en tout cas, elles ont pu répondre sur les actions que vous voyez à gauche de votre écran, dont ABC et TEN, et d'où l'objet aujourd'hui aussi de ce webinaire pour vous présenter ces 2 dispositifs programmes. Je ne vais pas être plus long pour la présentation, je vais tout de suite laisser la parole à Stéphane Lefebvre de l'Office français de la biodiversité qui va donc vous présenter le dispositif Atlas de la biodiversité communale. Je te laisse la parole, Stéphane, et n'hésite pas à me dire quand je dois passer les diapos. Ok. Oula, Merci. pardon. Ce n'est pas la bonne diapo, Pierre. C'est pas ça, j'ai cliqué sur le mauvais lien. Vas-y, Stéphane. Alors, merci Pierre pour cette introduction. Donc, Stéphane Lefebvre, chef du service appui aux acteurs et mobilisation des territoires de la direction régionale de l'OFB Occitanie. Pour ceux qui n'ont pas tout retenu sur ce titre assez long, je pourrais y revenir. Voilà, c'est le service AAMT. Et donc, on va passer un petit quart d'heure ensemble pour que je vous présente le dispositif ABC. Donc, on va faire un petit rappel sur le dispositif. Ensuite, on verra où on en est sur son déploiement en Occitanie. Une présentation de l'appel à projet qui est en cours pour l'année 2023. Et enfin, on terminera sur des ressources et outils qui peuvent être à votre disposition si toutefois vous souhaitez candidater à cet appel à projet de 2023. Et donc, je m'associe au remerciement de Pierre pour votre participation à notre webinaire. Je le glisse là. Donc, rappel du dispositif en quelques mots. Un ABC, c'est une démarche qui est en faveur de la biodiversité. Ça permet à une collectivité et à ses concitoyens de mieux connaître la biodiversité de son territoire afin de la préserver, mais aussi de la mettre en valeur. Donc, il y a des aspects, 3 principaux aspects dans cet ABC. Il y a un aspect connaissance, donc il s'agit de réaliser un diagnostic et des cartographies des enjeux de la biodiversité du territoire. Ensuite, il s'agit de mobiliser autour de ces enjeux biodiversité, donc mobiliser à la fois les élus dont vous êtes majoritairement représentants aujourd'hui, mais aussi les concitoyens, les administrés. Mais ça peut être aussi mobiliser les entreprises qui sont implantées sur le territoire ou certaines catégories socio-professionnelles du territoire. Et in fine, tout ça, ça vise à préserver et à valoriser le patrimoine biologique, donc à travers des documents stratégiques d'orientation de l'action publique sur le territoire.
Diapo suivante, Pierre, s'il te plaît. Donc, il y a 8 grandes étapes pour la réalisation d'un atlas de biodiversité communale. On verra que les dernières, elles peuvent être concomitantes les unes avec les autres. Donc, au tout départ, il s'agit déjà de rassembler et d'analyser les connaissances existantes sur le territoire. Ça peut être un pré-état des lieux du territoire. Donc, on pourra y revenir par la suite, notamment dans vos questions, pour savoir où vous pouvez trouver des informations concernant ces données existantes. Ensuite, il faut définir les besoins par rapport à cet existant. Quels sont les compléments à apporter sur le territoire en termes d'espèces, de faune ou de flore ou en termes d'habitat. Qu'est-ce qui est connu et pas connu à ce stade-là? Quelles portions du territoire sont déjà bien inventoriées? Quelles autres portions ne le sont pas du tout? Et tout le degré intermédiaire entre les deux. Ensuite, il s'agit de prévoir la réalisation d'inventaires, donc soit à travers des inventaires protocolés réalisés par des professionnels, généralement soit des bureaux d'études, soit le tissu associatif local, association naturaliste, mais aussi des inventaires participatifs. Donc l'idée, là encore, d'entraîner les concitoyens à travers tout ce qui est les outils de sciences participatives. On fera un petit focus tout à l'heure dessus. Ensuite, il s'agit de cartographier tout cela pour en garder trace. Donc à la fois de croiser les cartographies de présence des espèces, faune et flore, la cartographie des habitats dans lesquels vivent ces espèces, et la cartographie aussi des pressions qui s'exercent sur les milieux, donc les zones urbanisées, les zones cultivées, etc. Et ça permet, in fine, de croiser toutes ces données pour en faire ressortir là où il y a des enjeux prioritaires sur lesquels intervenir. Ensuite, c'est là où les étapes sont plutôt concomitantes à travers tout le projet. Il s'agit d'animer la démarche auprès du grand public, donc tout au long du déroulé de l'ABC, de bien prévoir des opérations de sensibilisation des citoyens ou des entreprises du territoire à la démarche de l'Atlas. Il s'agit ensuite aussi de se concerter entre élus, mais aussi avec les citoyens et avec les acteurs socio-professionnels pour décider à terme de la manière dont seront restitués et diffusés les résultats et surtout comment tous ces résultats seront intégrés dans des documents de décision par rapport à la mise en œuvre de politiques publiques sectorielles. Par exemple, on peut citer l'éclairage public et la restauration de trames noires pour préserver les espèces nocturnes, ou crépusculaires. Diapo suivante, s'il te plaît. En termes de déploiement à l'échelle nationale, on a plus de 2800 communes qui sont déjà couvertes par la réalisation d'un ABC, donc c'est à la fois en métropole et outre-mer. Donc 2800 communes, on va bientôt atteindre, on l'espère en 2023, 10% des 36 000 communes de France. Donc ça, c'est un peu un objectif qu'on a de passer ce cap. Les projets se déroulent généralement entre 2 et 3 années. Ça représente un coût moyen par collectivité, par commune de l'ordre de 38 000 €. Et donc, il y a différents partenaires qui peuvent intervenir, notamment pour la réalisation des diagnostics naturalistes, donc soit des bureaux d'études, soit des associations naturalistes. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, le rôle de l'OFB, c'est à différents niveaux, puisque l'établissement est structuré en un niveau national, régional et départemental. Donc, au niveau national, il y a le soutien financier, donc l'appel à projet est piloté au niveau national. Et ensuite, il est pris en relais au niveau des directions régionales, donc qui coordonnent la sélection des projets en réponse à l'appel à projet. Donc, on s'appuie aussi avec nos partenaires. Donc, autour de la table aujourd'hui, on a notamment l'ARB, qui fait partie du comité de sélection, mais on travaille également avec la région et avec les agences de l'eau, avec l'ADREAL, puisque par ailleurs, il peut y avoir des actions qui intéressent également ces partenaires institutionnels, soit d'un point de vue technique, d'un point de vue réglementaire, ou encore, on l'espère aussi à terme, d'un point de vue financier, pour nous aider à cofinancer la réalisation de ces atlas de biodiversité, en particulier au niveau régional. Que la région puisse cofinancer avec nous ces atlas. Donc ensuite, le service dont j'ai la charge, et donc Delphine, qui est dans mon service, et peut-être également Frédéric Marie, que certains d'entre vous connaissent déjà, on intervient auprès de vous par rapport à tout ce qui peut être la conception des projets, un peu vous aiguiller par rapport à toutes les ressources qu'on met déjà à votre disposition. Vous pouvez aussi nous solliciter pour participer au comité de pilotage de vos atlas, quand vous êtes lauréat et que vous vous lancez dans la démarche. Vous pouvez aussi solliciter nos services départementaux pour participer à ces copines, parce que la région Occitanie étant assez grande, vous comprendrez qu'à 3, c'est un peu délicat d'arriver à tout suivre à cette échelle-là, donc on s'appuie sur nos services départementaux. Et ensuite, on a aussi un rôle de centralisation de toutes les données qui sont produites et de capitalisation de vos retours d'expérience. Donc, on commence à
capitaliser et à remettre à disposition, on verra un peu plus tard, via notamment un site dédié aux ABC. Et donc, on développe aussi, en lien avec le national, des outils techniques et de valorisation de communication de vos atlas. Diapo suivante. Donc, les ABC en Occitanie, où en sommes-nous? Diapo suivante. Donc, depuis 2017, l'Office finance les atlas. Donc là, je vous ai juste mis illustré, vous pourrez reprendre les diapos ultérieurement pour voir un peu l'oscillation du montant financier à l'échelle nationale, qui est aussi entre 1 million d'euros les moins bonnes années, à plus de 5 millions d'euros les meilleures années, merci le plan de relance. Et donc, on a actuellement 66 lauréats en Occitanie, 54 communes, dont 12 intercommunalités, donc environ 160 communes qui sont couvertes par un ABC. On a encore des départements qui font exception, donc c'est le 82, qu'on espère voir arriver avec l'appel à projet 2023. Et vous constatez qu'il n'y a que quelques ABC, c'est les plus anciens, 2017-2018, qui commencent à être terminés. Il y a eu, par rapport à l'échéance que je vous disais de réalisation de 2 à 3 ans, effectivement, l'impact du Covid qui nous a conduit aussi à reculer certaines échéances de réalisation des atlas. Donc, sur ces porteurs de projets ABC, ce qu'on essaie de commencer à structurer maintenant qu'on est sorti de creux de la vague avec le Covid, c'est de monter en densification des réunions qu'on peut faire au niveau des porteurs de projets. Et donc, pour vous mettre à disposition des ressources, faire des réunions d'information sur divers sujets, mais aussi que vous puissiez, que les porteurs de projets entre eux puissent partager leur retour d'expérience, puisque nous, on a une vision régionale, mais ce qui est vraiment intéressant, on en a fait une à l'occasion du salon Ad Natura en octobre dernier, et ça permet des témoignages de pair à pair pour pouvoir se nourrir des expériences des uns et des autres, ce qui est encore plus enrichissant que ce que nous, on peut déjà apporter. On peut aussi commencer à mettre en place des webinaires thématiques. Ça peut être par exemple des webinaires sur les problématiques des pollinisateurs, sur les problématiques de l'extinction nocturne. Donc tout ça aussi en lien avec les collègues de l'Agence régionale biodiversité, l'ARB. Voilà, diapo suivante. Alors l'appel à projet, diapo suivante, s'il te plaît. Donc, il est ouvert jusqu'au 22 mars, 23h59. Et le 23h59, au-delà de la petite blague, c'est que c'est informatique et donc ça coupe. Donc, vous avez jusqu'à 23h59 pour déposer, pour les retardataires. Sur les diapositives, ce sont des liens interactifs. Donc, vous irez directement sur la page de l'appel à projet pour avoir toutes les informations de comment monter le projet, mais j'y reviendrai par la suite. Donc, le montant de cet appel à projet 2023, il est de 3 millions d'euros à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'en Occitanie, on escompte pouvoir obtenir entre 8 et 10% de ce montant national, soit entre 250 000 et 300 000 euros en Occitanie. Pour ceux qui se remémorent le coût par commune de l'ordre de 38 000 euros, je vous laisse faire la péréquation, mais en gros, ça veut dire qu'on peut avoir une quinzaine de lauréats sur cette session de l'appel à projet. Je vous glisse aussi dans le creux de l'oreille qu'il y a de plus en plus de candidatures, de plus en plus de dossiers de qualité, et que donc plus vous démarrez votre dossier de candidature, mieux on pourra aussi vous épauler pour le compléter, et donc espérer pouvoir être lauréat de cet appel à projet. Donc les porteurs, ça s'adresse aux communes ou aux intercommunalités. Il y a un montant maximal de l'aide qui est fixé à 250 000 euros. Autant vous dire que si une interco assez conséquente nous demande le plafond, ça veut dire que pour les autres petites communes, ça devient compliqué pour nous de les financer. Donc on remercie par avance les intercos, certes de voir ce montant max de l'aide, mais de le voir avec un chiffre différent, plutôt de l'ordre de 150 000 euros par rapport à ce que le règlement autorise, parce que ça permet aussi de faire émerger des petites collectivités qui n'ont pas les mêmes moyens techniques, les mêmes moyens en termes de services administratifs que les intercos pour pouvoir se lancer dans le dispositif. La durée des projets, elle est sur 36 mois, donc les 2 premières années, c'est plutôt tout ce qui est inventaire, protocolé, participatif, démarche d'animation, de sensibilisation, et la dernière année plutôt consacrée à tout ce qui est mise en forme des rapports, cartographie et d'élaboration de plans d'action par la suite. Le taux maximal de l'aide, il est de 80% des dépenses qui sont éligibles. À titre d'exemple, les dépenses non éligibles, c'est les coûts des salariés fonctionnaires des collectivités.
Le dépôt de candidature se fait sur une plateforme qui s'appelle Démarche simplifiée. Donc, c'est un lien aussi interactif que vous avez sur la diapositive. Et les résultats, on escompte que par emboîtement, parce qu'on fait un jury au niveau, un comité de sélection au niveau régional, et ensuite il y a un comité de sélection au niveau national, et ensuite il y a les décisions qui nous reviennent. Donc, courant juin, mais en mettant juin, on est plutôt sur deuxième quinzaine de juin, voire fin juin, pour avoir les résultats. Donc, ça fait un petit laps de temps entre fin mars et fin juin. Mais voilà, on a des contraintes, et puis ces échelles-là emboîtées font qu'on ne peut pas faire plus rapidement. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, dans l'appel à projet, il y a un règlement administratif, et ce règlement administratif a des annexes, et l'annexe 3, elle vous donne accès aux critères d'évaluation qu'on prend en considération dans les comités de sélection. Donc, c'est quand même une très bonne aide pour savoir comment remplir, à quels critères il faut répondre pour pouvoir être classé au mieux dans la réponse à l'appel à projet. Et vous pouvez aussi télécharger une notice d'aide à la manière de remplir votre candidature. Et enfin, vous pouvez aussi nous contacter, donc je vous le répète, Delphine Young, ici présente avec nous, Frédéric Marie et moi-même, Stéphane Lefebvre. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, on a différentes ressources et outils qui sont mis à disposition des porteurs de projets, qu'ils soient lauréats ou qu'ils ne soient pas lauréats d'ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur la plateforme dédiée aux ABC, donc vous avez le lien qui est affiché en bleu là, abc.naturefrance.fr. Donc là, on essaie de centraliser tous les rapports qui sont produits dans le cadre des ABC, les cartographies également qui sont produites dans le cadre des ABC, ainsi que toutes les données qui sont recueillies. Donc on a derrière des parcours d'identification des données de manière à pouvoir les retrouver dans toutes les bases de données qui s'emboîtent les unes aux autres. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir, notamment le jour où vous serez lauréat de notre appel à projet. Diapositive suivante, s'il te plaît. Donc ensuite, on a différents kits d'accompagnement. Un sur le lancement de la démarche de l'ABC, donc comment le suivre et l'évaluer. Vous y trouverez dans ces kits d'accompagnement la trame des rapports intermédiaires et finaux à nous fournir quand on est lauréat de l'appel à projet, des fiches d'évaluation du projet par les citoyens que vous aurez réussi à mobiliser sur ces sujets au cours de la démarche de la classe. Vous avez également, en termes de méthodologie, par exemple, une note relative à comment intervenir dans les propriétés privées, quelle démarche suivre pour pouvoir intervenir et recueillir des données sur les propriétés privées. Vous avez aussi des accès à des listes de données, des catalogues de données qui vous permettent notamment de nourrir l'état des lieux. Et vous avez également des éléments sur la communication, donc par exemple comment utiliser la charte graphique, le logo de l'office. Diapo suivante, s'il te plaît. Ensuite, dans un atlas de biodiversité communale, on demande à minima qu'il y ait 3 groupes taxonomiques qui soient couverts. Donc, on entend par un groupe taxonomique, c'est par exemple l'avifaune, les oiseaux, les batraciens, donc tout ce qui est plutôt les grenouilles, ou par exemple encore les chiroptères, donc les chauves-souris. Et donc là, vous avez un guide pour la réalisation de ces inventaires. Donc, ça vous donne accès à tout ce qui est protocole, notamment tous ceux qui sont produits par le Muséum national d'histoire naturelle. Ça vous permet d'apporter des précisions dans vos dossiers de candidature sur le type de protocole que vous pourriez mobiliser, que vos partenaires prestataires pourraient mobiliser. Il y a également des petits livrets sur la mobilisation citoyenne et notamment tout ce qui est les programmes de sciences participatives. Donc ça, c'est tout ce qui est Viginature qui est développé également par le Muséum national d'histoire naturelle. Donc ça s'adresse soit aux scolaires, soit au grand public, soit à des catégories socio-professionnelles, par exemple, ou aux exploitants agricoles. Ensuite, vous avez des guides sur la production des cartographies, donc, notamment pour déterminer et avoir une même grille de lecture des habitats naturels. Et un dernier qu'on a également mis en ligne, c'est comment concilier les enjeux biodiversité et les plans locaux d'urbanisme ou locaux ou intercommunaux. Donc, c'est différentes ressources qui peuvent vous aider à élaborer votre ABC au démarrage, mais également en sortie en termes d'action par rapport à la prise en compte des enjeux biodiversité. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, quelques retours d'expérience en Occitanie. On se rend compte qu'avec les ABC qui sont maintenant terminés, les quelques-uns qu'on a déjà de terminés, les actions de sensibilisation peuvent se poursuivre, donc soit par des réunions, soit par l'édition de petits livrets pour diffuser et mieux faire connaître la biodiversité aux concitoyens, soit par des panneaux d'affichage en bordure de sentiers de randonnée,
mais ça va aussi dans la restauration ou la création, par exemple, de marques de points d'eau, l'adhésion à des chartes de non-utilisation des produits dits phytosanitaires. Ça peut aussi aller au-delà dans tout ce qui est recréation de linéaire de haies, donc de restauration de trames vertes, mais également la restauration de la trame noire. Et la dernière illustration en bas à droite, c'est un atlas de biodiversité communale qui a conduit à ce que le conseil départemental sur la commune lance la création d'un espace naturel sensible et que le conseil régional intègre les communes qui étaient en périphérie d'un futur parc naturel régional soient finalement intégrées, au regard de la richesse de la biodiversité de ces 3 communes, intégrées dans le périmètre du futur parc naturel régional. Donc ça donne des exemples de réalisation de suites données aux ABC. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc pour nous contacter, il y a une adresse générique quand vous répondez, quand vous allez sur le site de l'appel à projet ABC 2023, il y a une adresse générique, donc c'est une chargée de mission au niveau national qui soit peut vous répondre directement, soit s'appuie sur nous en région pour vous apporter des compléments de réponse. On vous a mis nos coordonnées au niveau du service régional et on vous a mis aussi des liens en ligne sur les différentes ressources que je vous ai un tout petit peu illustrées dans les diapositives précédentes. Voilà, j'en ai terminé pour ma part pour cette présentation d'ABC avec des actions que le territoire engagé pour la nature peut permettre de reconnaître. Eh bien, merci beaucoup Stéphane pour cette présentation du dispositif ABC. Alors, on n'a pas beaucoup de questions pour l'instant, mais alors on va déjà en poser une. Comme ça vous laissera peut-être le temps de poser celles qui vous viennent. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, même si c'est au fur et à mesure des autres présentations, si ça ne vous vient pas tout de suite. Du coup, Stéphane ou les autres invités, n'hésitez pas aussi à répondre. On a une question, notamment, alors je pense par rapport aux candidatures actuelles, donc pour l'édition 2023. Est-ce qu'il faut une délibération du conseil municipal avant le 22 mars? Ou est-ce que c'est sinon après, ce que je comprends, est-ce que c'est non, les délibérations ne sont pas exigées pour le dépôt de la candidature. Par contre, il faut à minima un courrier indiquant qu'elle sera prise à telle date à échéance plus ou moins proche. D'accord. Bon, il faut que ce soit en 2024. L'échéance est plus proche que lointaine. Donc, il ne faut pas trop tarder, mais ce n'est pas forcément la pièce qui déterminera du coup la sélection de la candidature. OK, c'est noté. Alors, on a aussi Clémentine, qu'on remercie, Clémentine Gand de l'association Nature en Occitanie, qui nous fait part d'une petite alerte, effectivement, au moment où vous êtes sélectionné en tant qu'ABC, d'avoir en tête que les inventaires doivent se faire aux périodes propices où les espèces du coup sont visibles. Donc il faut bien avoir ça en tête puisque vos inventaires, vous ne pourrez peut-être pas les commencer dès que vous lancez votre ABC. Prenez l'exemple d'un lancement en septembre où effectivement les inventaires sont pour la plupart réalisés au printemps et à l'été. Voilà. Donc ça c'était plus une observation et on remercie Clémentine pour ça. Alors, OK, donc a priori, la réponse, ça va à tout le monde. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'ai une petite question, Stéphane, du coup, j'en profite. Par rapport, du coup, ce qu'on a vu, ça fait plusieurs années, du coup, qu'il y a le dispositif est lancé. Est-ce que vous le savez, c'est tous les ans, c'est 2 fois par an, comment ça se passe en termes de rythme ou il n'y a pas forcément de réponse exacte au sujet? Sauf plan de relance version 2. Normalement, c'est une édition annuelle. Depuis 2017, on a eu un trou dans la raquette. Il y a une année où il n'y a pas eu. Et après, il y a eu le cas plan de relance où on a pu en faire 2 dans l'année. Mais le rythme, normalement, dans le contrat d'objectif de l'établissement, c'est un rythme annuel. Donc, et par contre, par rapport à la remarque de Clémentine Gant, ça y est, effectivement, nous, on le lance en mars, les résultats tombent en juin, donc les porteurs démarrent en septembre, donc ça va être le temps de dérouler du programme. Il faut se projeter l'année suivante pour les campagnes d'inventaire. Ok, merci Stéphane. On a 2 questions. Alors, on a donc la commune, j'imagine, de Mont-Donville qui nous pose la question, est-ce qu'on peut réaliser un ABC sur 2 ans pour que les résultats puissent être exploitables et utilisables par l'équipe communale en cours? Qu'en pensez-vous? Eh bien, le déroulé, on préconise plutôt sur 36 mois, sur 3 ans. Donc, pour couvrir au moins 2 années phénologiques
Et c'est vrai que dans un monde qui serait moins administratif ou différemment administratisé, je ne sais pas comment il faut le formuler, ce serait bien effectivement qu'il puisse y avoir une cohérence entre les équipes municipales qui s'investissent dans les projets et pouvoir finaliser les projets au moment où on sait bien que, voilà, après, il y a le turnover qui est... Nous, c'est un appel à projet annuel, voilà, indépendamment du turnover. Mais c'est vrai que le mieux, c'est d'arriver à se caler dans les municipalités sur les mandats, quoi. Soit en début de mandat, soit à mi-mandat, soit si on est à peu près sûr qu'on refasse un nouveau mandat la dernière année du mandat. Donc plutôt Et si on fait 36 ça, on mois. devrait peut-être, nous, lancer des appels à projets tous les 3 ans, finalement. Oui, alors Voilà. ça, on verra comment réagissent les personnes qui suivent. Ok, donc plutôt 36 mois, mais si possible calé avec l'agenda municipal. Une autre question de Delphine Arty qui nous demande si un ABC peut servir comme inventaire 4 saisons pour de possibles projets d'aménagement. Alors les ABC, alors, si c'est un inventaire 4 saisons dans le cadre d'un projet déjà défini et dans les voies réglementaires, j'allais dire, l'ABC ne peut pas se substituer à des études d'impact, des études d'incidence. C'est une démarche participative en plus, quoi. Ça peut le nourrir, mais ça ne peut pas s'y substituer. Ok, merci pour cette réponse. Alors peut-être un tout petit complément, quand vous faites des inventaires, donc la doctrine interne côté DREAL pour des projets d'aménagement, sauf échange avec les instructeurs, normalement la durée de vie de vos données, on va dire, qui ont été prises sur le terrain, c'est 3 ans. Voilà, formation. Écoutez, j'ai pas d'autres questions à vous poser pour l'instant. Je vois aussi que le temps défile. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la présentation du programme TEN. En revanche, si vous avez quand même des questions qui vous reviennent par rapport à l'ABC, surtout, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on reviendra dessus puisque nos invités sont là. Donc, autant leur poser les questions maintenant. Eh bien, Cécile, pardon, je vais te laisser la parole. Je me mélange les pinceaux. Pardon, je vais repartager l'écran. Est-ce que vous le voyez bien? C'est bon? Oui. Allez, Bon. c'est parti. Je te laisse du coup commencer. Bonjour à tous, donc Cécile Bedel, moi je suis animatrice régionale du programme TEN à l'ARB Occitanie. Et donc je vais vous présenter ce programme. Tu peux passer à la diapo suivante, Pierre. Ce dont il s'agit, ce qu'il peut vous apporter. Il existe déjà depuis 4 ans, donc vous montrer un petit peu les actions qu'il a permis de faire émerger, puis vous expliquer comment candidater cette année et on échangera après si vous avez des questions. Alors TEN, c'est un programme qui est national, qui est animé à des échelles régionales, mais qui permet en tout cas, et qui a pour vocation, comme il a été défini à l'échelle nationale, à encourager le montage de nouvelles actions en faveur de la biodiversité, puis à les démultiplier dans les régions. C'est une reconnaissance et elle dure 3 ans. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire perdurer dans le temps, hein. L'idée, c'est pas que ça dure 3 ans, mais que ça se renouvelle et puis que la collectivité, qui est territoire engagé pour la nature, puisse continuer de mobiliser à la fois les acteurs de son territoire, les citoyens, etc., pour des actions en faveur de la biodiversité. L'idée, c'est aussi de démontrer que le sujet de la biodiversité, il peut être transversal dans toutes les actions d'une collectivité, dans différents services, évidemment, en fonction de la taille de la collectivité. Et puis, bon, ce qui est souhaité, in fine, c'est aussi que Territoire engagé pour la nature soit un programme qui lève tous les freins pour qu'une collectivité s'engage en faveur de la biodiversité. Alors en Occitanie, on a traduit ça avec le collectif régional qui pilote le programme en région. Et ce collectif régional, il est composé de l'ADREAL, donc l'OFB, les 2 agences de l'eau et puis la région. Et nous, ARB, on se charge de le déployer, d'assurer l'organisation de la sélection et puis de l'accompagnement des collectivités qui sont reconnues. Ce sur quoi on se focalise vraiment, c'est la démarche de progrès. En fait, Territoire engagé pour la nature a pour objet de valoriser ce qui va être fait dans l'avenir par la collectivité. On n'est pas sur une reconnaissance de choses ou d'actions de projets qui ont déjà été réalisées ou qui sont en cours.
On se focalise vraiment sur un ancrage à long terme de la collectivité en faveur de la biodiversité. Et puis, on a aussi le souhait que ce programme, il soit accessible à toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, quels que soient leurs moyens techniques et financiers et quel que soit finalement le niveau d'avancement, le niveau de départ de la collectivité. Il peut s'agir d'une collectivité qui n'a jamais rien fait en faveur de la biodiversité et elle a toutes ses chances autant qu'une autre qui est d'ores et déjà exemplaire. Ce sur quoi aussi on se focalise, c'est le fait que les actions qui sont proposées dans Territoire engagé pour la nature, ce vers quoi s'engage la collectivité, soient des actions concrètes, avec des effets significatifs et directs sur la biodiversité. On va être assez vigilant sur le fait qu'il n'y ait pas que des actions d'information, de sensibilisation, mais aussi des travaux, de la restauration, des actions qui puissent avoir un effet visible assez rapidement finalement. Et puis, on mise sur l'effet boule de neige, puisque Territoire engagé pour la nature, c'est aussi valoriser ce que font de bien les collectivités et puis montrer aux collectivités voisines et les entraîner de manière à démultiplier tout un tas d'actions sur les territoires. Donc tout ça, c'est ce qui guide aussi la sélection qu'on peut faire de tous les projets qui vont nous être proposés dans le cadre de Territoire engagé pour la nature. Alors, qui peut candidater? Eh bien, on peut se lancer dans une démarche territoire engagé pour la nature dès lors qu'on est une commune ou un EPCI. Ce n'est pas le cas dans toutes les régions. En Occitanie, c'est le choix qui a été fait. Dans d'autres régions, il peut s'agir de parcs naturels régionaux, par exemple. Mais là, on les dirige, nous, en Occitanie, vers d'autres types de reconnaissance. Donc, on va directement vers communes et EPCI. Slide suivante. En Occitanie, aujourd'hui, il y a 120 collectivités dans le réseau Territoire engagé pour la nature. C'est-à-dire que 120 collectivités ont déjà candidaté au moins une fois au programme, qu'elles aient été lauréates ou éconduites. On a tous les départements qui sont représentés et parmi ce réseau Territoire engagé pour la nature, on a 80% de communes. Donc, ce sont vraiment les communes qui se mobilisent fortement dans ce programme et même les toutes petites communes, puisqu'on a, bon, la plus petite fait 47 habitants, mais on en a en tout cas le quart qui a moins de 1000 habitants. Et puis, 70% moins de 10 000 habitants. Donc, voilà, tout type de collectivité peut vraiment candidater à Territoire engagé pour la nature. S'agissant des lauréats, on est aujourd'hui à 67 collectivités qui sont engagées. Donc, je vous disais au début de la présentation que la durée de la reconnaissance, c'est 3 ans. Donc, l'année dernière, puisque le programme a 4 ans en Occitanie, un certain nombre de collectivités n'étaient plus TEN. Certaines ont recandidaté, d'autres non. Et donc, aujourd'hui, on est à 77 collectivités dans ce club des engagés dans le territoire occitan. Alors, que peut apporter cette reconnaissance TEN? Eh bien, déjà, on a accès à ce réseau, ce que je viens de vous montrer de manière cartographique, qui permet, via l'ARB notamment, de créer des relations entre collectivités, de pouvoir partager des retours d'expérience, d'avoir des informations de la part d'autres collectivités, parfois plus engagées dans certaines actions, etc. C'est aussi de pouvoir être mise en relation avec des structures accompagnatrices pour le montage des projets, pour faire émerger les projets, pour bâtir sa candidature TEN. On peut faire ce lien-là également. Et puis, il y a aussi toute la phase de valorisation nationale, locale, j'en parlerai plus tard. TEN n'est pas un programme qui va aboutir à un financement. En revanche, il y a un accès facilité à certains financements publics et c'est le cas, il y a une spécificité en Occitanie grâce à l'Agence de l'eau Adour-Garonne qui vous permet d'avoir un financement dans le cadre de chantiers participatifs si et seulement si vous êtes TEN. Ensuite, TEN permet d'avoir de l'acquisition d'informations, de connaissances, d'actualités et puis une meilleure visibilité des actions puisque vous avez la reconnaissance. Vous aurez aussi un kit de communication avec ce tampon Territoire engagé pour la nature grâce auquel vous pourrez communiquer auprès de vos concitoyens. Alors, des petits retours d'expérience, diapo suivante sur ce que peut apporter cette reconnaissance. On a pu échanger avec de nombreux élus, on a fait des enquêtes, etc. Et puis, j'ai sélectionné quelques paroles d'élus avec TEN. Nous avions choisi des objectifs concrets, modestes et réalisables. Et tout le monde s'est mobilisé. Finalement, nous allons en faire plus et la biodiversité est devenue concrète dans la commune.
Ou encore, TEN, c'est le début de la planification écologique dans les territoires pour sa partie biodiversité. Action après action, nous avons pu construire une stratégie locale de biodiversité. Donc là, on a 2 exemples d'une petite commune ou même d'une intercommunalité qui montrent que ça leur a mis le pied à l'étrier pour s'engager dans la biodiversité, ce qui est vraiment l'objectif porté par le programme Territoire engagé pour la nature. Je ne vais pas lire la suivante, je vous laisserai la découvrir lorsque nous vous enverrons le diaporama. Avec TEN également, vous pourrez participer à des webconférences qui sont accessibles au réseau des TEN, que vous soyez lauréat ou pas. Nous vous donnons accès à des webinaires très thématiques avec des paroles d'élus, mais aussi des retours d'expérience de techniciens ou de personnes qui sont expertes dans des sujets. Le dernier a eu lieu fin janvier, c'était sur la transition agroécologique. On envoie très régulièrement un flash info territoire engagé pour la nature avec un zoom thématique, l'actualité sur les appels à projets, les aides en cours ou encore des retours d'expérience. Et puis, nous organisons aussi des web ateliers qui sont, elles, plutôt accessibles au club des TEN, donc aux lauréats, qui sont des séances de travail. Alors là, on les a fait souvent dématérialisées à cause du Covid. On va essayer cette année de reprendre un peu contact, vrai contact avec le club des TEN et essayer de délocaliser un petit peu dans la région ce type d'atelier ou en tout cas d'échange d'expérience. Les remises de trophées TEN sont aussi le support des échanges d'expériences. Là, vous avez les exemples de 2 sessions de remise de TEN. Cette année encore, on va en organiser 3 avec du coup les lauréats de l'année qui peuvent se rencontrer, qui peuvent échanger sur des thématiques. Et c'est vraiment des moments très conviviaux de table ronde où on peut échanger, s'inspirer et prendre contact. La valorisation des TEN, c'est aussi les mettre en lumière lors d'événements qui sont importants à l'échelle nationale, même internationale. Là, vous avez la commune de Tournefeuille au Congrès mondial de la nature qui a présenté son projet de désimperméabilisation de cours d'école et gymnases pour lutter contre le changement climatique via des solutions fondées sur la nature. Et puis, nous avons mis aussi en valeur d'autres TEN, par exemple aux Assises nationales biodiversité et au Salon des maires. De la même manière, on valorise également via des fiches retour d'expérience tous les territoires engagés pour la nature sur plusieurs plateformes web. Et TEN, c'est aussi une manière de pouvoir candidater à un concours qui est Capitale française de la biodiversité. Territoire engagé pour la nature, comme je vous le disais en début de présentation, c'est vraiment pour valoriser votre engagement vers l'avenir, alors que le concours Capital, c'est pour montrer ce que vous avez réalisé, ce sur quoi vous êtes fiers, les réussites de la collectivité. Et c'est un concours qui est thématique, par exemple sur le thème paysage et biodiversité, slide suivante. L'année dernière, nous avons eu en Occitanie un coup de cœur, celui de la Roque des Alberts dans les Pyrénées-Orientales, qui a pu du coup être valorisé par ce prix et par les élus et du département et de la région dans le cadre de Capital. Donc TEN, c'est une brique élémentaire pour le concours Capitale française de la biodiversité. Et nous sommes à votre disposition pour vous informer sur ce concours. Le prochain concours sera sur le thème sobriété et biodiversité, un vaste programme. Alors, aujourd'hui, on a pour candidater plusieurs types d'actions qui nous sont proposées. Slide suivante. Elles sont très vastes puisque vous pouvez proposer dans une candidature territoire engagé pour la nature, de vous lancer dans un ABC ou dans des inventaires, de faire de l'extinction lumineuse ou de réaliser des trames noires. On a par exemple la commune de Castanet-Tolosan qui est entrée dans une phase expérimentale d'extinction de plusieurs quartiers avec un bureau d'études local qui a vraiment porté cette action et est devenu territoire engagé pour la nature. On a aussi beaucoup de stratégies biodiversité, je l'évoquais tout à l'heure, de la planification sur de la biodiversité à l'échelle par exemple d'intercommunalité et beaucoup de transversalité dans les services pour mettre en place des actions en faveur de la biodiversité. On a des actions de mobilisation citoyenne, des chantiers participatifs, des actions en faveur des scolaires, etc. Il y a énormément d'actions de nature en ville. On parle là de revégétalisation, de désimperméabilisation, qui font partie des candidatures territoires engagés pour la nature, puis aussi de la restauration de milieux, par exemple des zones humides, avec l'exemple de la Tronquière, par exemple, qui nous avait proposé ce type d'action, des candidatures sur la transition agroécologique,
et des candidatures qui prônent aussi les solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature. Donc là encore, de la désimperméabilisation, de la restauration de zones humides, du reméantrage de cours d'eau ou du travail sur le retrait du trait de côte qui peut être accentué par le changement climatique et des solutions fondées sur la nature pour améliorer cela. Donc, il y a un large panel possible d'actions lorsqu'on candidate à TEN. Comment candidater? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site Territoire engagé pour la nature qui est sur la plateforme de l'OFB. C'est une plateforme nationale. Vous avez le lien ici sur la diapositive. Cliquez sur la région Occitanie. Cliquez sur comment candidater, le formulaire, et ensuite la plateforme Démarche simplifiée est à disposition. Donc c'est la plateforme qui vous permettra de remplir votre candidature. Vous verrez qu'il y a une trentaine de questions qui sont dédoublées de façon à ce qu'on puisse savoir ce que vous avez déjà fait et ce que vous comptez faire, qui va nous permettre d'évaluer la démarche de progrès globale. Et ensuite, cet engagement en faveur de la biodiversité devra être traduit au travers de 3 actions. 3 actions donc, qui seront votre programme Territoire engagé pour la nature. Les candidatures sont ouvertes depuis le 13 février et vous avez jusqu'au 7 juillet pour candidater. Lorsque vous avez déjà été candidat Territoire engagé pour la nature et que vous devez recandidater, les candidats de 2020 donc, voient leur reconnaissance au bout de 3 ans tomber finalement, il va falloir recandidater. Là, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir une candidature allégée en ne proposant que les 3 actions, puisque nous avons d'ores et déjà de la matière par rapport à ce que vous aviez déjà rempli en 2020. On vous accompagnera pour cela et avec l'appui d'une stagiaire qui va arriver lundi prochain, nous allons prendre contact avec tous les candidats de 2020 de façon à pouvoir les accompagner sur cette recandidature et notamment la recandidature allégée et en même temps évaluer un petit peu comment a été mis en œuvre le programme Territoire engagé pour la nature depuis 2020. Donc voilà. Les contacts, c'est le mien. Vous pouvez me contacter et je pourrai aussi vous aiguiller vers des acteurs locaux qui vous permettront d'avoir un appui pour la candidature Territoire engagé pour la nature. Par exemple, on parlait de Nature en Occitanie, les CPIE ou le CEN ont été vraiment des acteurs qui ont porté certaines candidatures et accompagné vraiment les élus à monter des projets. Donc, on vous encourage à candidater d'ici au 7 juillet. Voilà. Alors, il y a une slide conclusive un peu. Je ne sais pas si sur les financements qui peut intéresser les collectivités aujourd'hui et on voulait vous la proposer sans rentrer dans le détail ici, mais pour que vous puissiez avoir cette ressource-là au final après ce webinaire, puisqu'aujourd'hui, il y a l'actualité du Fonds vert, qui est un fonds pour l'accélération vers la transition écologique, pardon, pas qu'agroécologique, autant pour moi, qui va vous permettre de déposer également sur la plateforme Démarche simplifiée des projets. Vous verrez que pour ce qui nous concerne et la biodiversité en particulier, il y a des fonds et du financement possible, notamment sur la renaturation des villes et villages ou sur l'extinction lumineuse, la trame noire, la rénovation des parcs d'éclairage public. Vous verrez aussi via cette slide qu'on vous pouvez avoir accès à plusieurs appels à projets, et notamment de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse, avec un appel à projet autour de l'eau et de la biodiversité. Le financement que je rappelle là de l'Agence de l'eau Adour-Garonne sur les chantiers participatifs, on est à disposition là pour vous mettre en lien et éventuellement, voilà, lorsque vous êtes TEN, pouvoir en bénéficier. Et puis après, un lien vers le site de l'OFB où il y a des outils financiers de la sphère privée, comme les fondations, ou encore la plateforme Aide Territoire, qui permet aussi d'être un moteur de recherche thématique vers des financements qui pourraient vous intéresser. Voilà. Merci. Merci Cécile. Du coup, maintenant, on va passer aux questions. On a quelques questions dans le chat, mais pareil, n'hésitez pas aussi en fonction des réactions à en ajouter d'autres. Alors, les premières questions, mais alors, en plus, on a des gens qui répondent en même temps, mais je vais quand même les reposer pour être sûr qu'on est sur des réponses, on va dire, quasiment officielles. Alors, sur la durée du label, de la reconnaissance, TEN, quelle est sa durée exactement? Alors, la durée est de 3 ans. Okay. C'est effectivement reconductible et lorsqu'il s'agit de reconduire, on vous accompagne pour reconduire
cette reconnaissance, on vous accompagne pour recandidater de façon à ce que ce soit pour vous à la fois une procédure allégée et qu'on puisse aussi à la fois évaluer, prendre connaissance, suivre ce qui a été fait et le valoriser également par la suite. Alors du coup, il y a une question qui était en suivant par rapport justement à cette durée de 3 ans, pour savoir est-ce qu'il y avait un audit à la fin pour savoir si finalement les actions qui étaient proposées par la collectivité avaient bien été réalisées ou pas? Comment ça se passe en fait, voilà, concrètement, en termes de réalisation? Alors aujourd'hui, le CEREMA à l'échelle nationale nous a proposé un questionnaire d'évaluation locale qui a été enrichi, par le collectif régional Territoire engagé pour la nature en Occitanie avec différents critères. Pour pouvoir recandidater et être lauréat TEN, il faut que, parmi tous ces critères, la moitié soit au moins, remplie. Donc tout ça peut paraître un petit peu compliqué, mais on vous accompagnera via un entretien individuel de façon à évaluer effectivement ce qui a été fait, mais c'est pas un audit, en soi, en fait. C'est vraiment, voilà, une évaluation, pour évaluer le niveau d'avancement et aussi, la pertinence de recandidater, la possibilité de recandidater pour bien vérifier qu'on est dans un dispositif, d'amélioration continue et bel et bien une démarche de progrès. OK, merci pour cette réponse. Alors il y a, Laurent là du PNRHL qui nous pose la question pour savoir si enfin voilà, je pense en termes de compréhension, si la reconnaissance se base donc uniquement sur la candidature initiale et le questionnaire? Voilà, je le reformule, hein. Alors, j'ai pas très bien compris la question, mais en tout Alors cas, la la question c'est, sélection oui, vas-y, comme elle est écrite, hein, du coup je la labellisation se base sur la candidature initiale, le questionnaire et c'est tout. alors la labellisation, se base effectivement uniquement sur c'est que du déclaratif. Ensuite, avec le collectif régional, on analyse, on préanalyse, en tout cas, la candidature et le comité de sélection, il est un petit peu élargi par rapport au collectif régional. Je dis le collectif régional, mais le comité de sélection associe également les DDT, les parcs naturels régionaux qui nous permet d'avoir également des informations très contextuelles, un peu plus locales, concernant, les projets, de façon à ce qu'on ait quand même des précisions sur les projets en question, et du coup, effectivement, on n'a pas d'objectif quantitatif. On peut accepter, tout type de projet, dès lors qu'il est de qualité. On n'a pas de barrière et de nombre à atteindre, ni, voilà, de limite. Donc c'est effectivement que du déclaratif, et associé à des informations de contexte de personnes qui sont dans les territoires, ils peuvent nous en apporter. Donc si on reprend les étapes, donc la commune qui veut candidater, elle donc il faut qu'elle travaille déjà à ses actions qu'elle veut mettre en place. Elle monte, donc un dossier de candidature, elle le remplit sur le site internet. Ensuite, il y a un collectif régional qui analyse les candidatures et la décision est prise, suite à ça. C'est ça? Oui, tout à fait, et il y a effectivement également, un passage obligé, c'est celui de la délibération. On en parlait tout à l'heure, on demande, obligatoirement une délibération de la commune ou du conseil communautaire pour pouvoir, valider la candidature. Alors, elle n'est pas obligatoire, également, à la date, précise de clôture, des candidatures TEN. On peut toutefois avoir une lettre d'intention qui donne, la date prochaine, de la prise de délibération sur les 3 actions qui traduisent l'engagement TEN. Et peut-être une autre question, bon, qui n'a pas été, forcément posée là dans le chat. Est-ce que parce qu'on fait le lien entre les dispositifs, là, ABC, et TEN, est-ce que par exemple une action de TEN, ça peut être la mise en place d'un ABC, qu'il soit, du coup, dans le cadre du dispositif OFB ou hors cadre, d'ailleurs? Oui, bien sûr, alors c'est vrai que ça va dans les 2 sens. C'est arrivé à maintes reprises, que, lorsqu'on s'engage, à territoire engagé pour la nature, on se dise: «Eh beh, effectivement, je vais commencer par un ABC» et dans l'analyse aussi des dossiers d'ABC, on regarde si la collectivité, lorsqu'elle a répondu à l'appel à projet ABC, est déjà TEN ou souhaite s'engager dans TEN. Ensuite, il paraît très pertinent qu'une collectivité qui a monté son ABC, qui n'est pas seulement qu'un inventaire, mais qui est aussi un dispositif de mobilisation citoyenne, de montage de stratégies de biodiversité et de plan d'action, puisse, une fois que l'ABC est réalisé et qu'elle a son plan d'action, se lancer dans TEN, puisqu'elle a toutes les billes pour le faire. OK.
Donc, si je comprends bien, toutes les communes qui sont abaissées, qui ne sont pas encore engagées d'antenne, n'hésitez pas, vous avez la date limite, c'est maintenant qu'il faut déposer vos dossiers. Après les 3 Voilà. actions, enfin, j'imagine qu'on peut toujours imaginer des actions sur la biodiversité, on peut en faire plein. Donc voilà, soyez imaginatifs. Vous pouvez vous faire accompagner par des structures associatives au niveau local ou autre, par l'OFB, par l'ARB. Enfin voilà, donc n'hésitez pas, on attend vos candidatures. Merci Cécile, et puis sans plus tarder, on va passer à 2 retours d'expérience, et on remercie pour ça les communes de Saint-Privat-de-Vallongue et de Montagnac, qui est représentée aujourd'hui par 2 élus. Je vais commencer par laisser la parole à Madame Bonneau, qui va nous présenter du coup ses actions sur la commune de Saint-Privat-de-Vallongue. Madame Bonneau, n'hésitez pas à allumer votre caméra et votre micro si ce n'est pas encore fait. Je vais partager la présentation et bien entendu, n'hésitez pas à me dire quand je dois passer les slides. Voilà. Voilà. Bonjour. Donc voilà, je suis. Vous m'entendez? On vous entend parfaitement bien. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, donc je suis Nathalie Bonneau, je suis conseillère municipale sur la petite commune de Saint-Privat-de-Vallongue. Donc vous pouvez, voilà. Donc c'est une toute petite commune de 140 habitants, située dans les Cévennes lozériennes. Voilà, environ 230 habitants sur pratiquement 2400 hectares. Alors sur la carte, on ne voit pas très bien, mais on est situé entre Alès et Mende. Voilà, pour situer. On a une couverture forestière sur une grosse partie de notre territoire. La particularité d'être sur 2 bassins versants. Donc une partie qui fait partie de l'agence de l'eau Adour-Garonne, puisque c'est un climat océanique. Et puis l'autre, la plus grosse partie du territoire est située sur le versant méditerranéen. Une des particularités de notre commune, c'est qu'il y a une grosse amplitude au niveau de l'altitude. On démarre à 340 mètres le cours d'eau et le signal du Ventalon se trouve à 1350 mètres d'altitude. Donc ça permet d'avoir une grande diversité. C'est une commune qui est très peu urbanisée, avec un habitat hyper extensif. Et un tiers de notre territoire et dans la zone cœur du parc national des Cévennes. Voilà, on est patrimoine mondial de l'UNESCO aussi au titre de l'agropastoralisme sur la zone. Ensuite, donc prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà, donc on s'est lancé dans un ABC en 2017. En 2018, nous avons obtenu le trophée capitale de la biodiversité dans la catégorie village. Alors, nos objectifs étaient effectivement de sensibiliser les habitants aux enjeux de la biodiversité. Par rapport au changement climatique, on se pose énormément de questions. On a voulu faire établir un inventaire des espèces existantes à l'instant T pour pouvoir trouver des actions favorisant cette biodiversité. Donc, par rapport à la sécheresse et les risques d'incendie qu'on connaît, on est un peu inquiet. L'augmentation de la population de sangliers aussi qui dégrade le patrimoine et les milieux ouverts. À cause de la diminution de l'activité pastorale, on connaît des milieux qui se referment. Et donc, la ressource en eau est à surveiller. Donc, nous avons pris plusieurs mesures en faveur. Alors, ça sera sur la prochaine. Oui, j'ai pas expliqué spécialement, mais voilà, je ne sais pas si on revient sur la précédente. Voilà, pour situer, on a une zone artisanale, on a des SNIEF, on a une zone Natura 2000, commune sans OGM. Depuis 2017, on a une cantine sous mention Nature et Progrès, qui est la première de France. Et on a une châtaigneraie sur la commune classée espace naturel sensible, donc gérée par le département.
Et nous avons un village de vacances voilà, de 38 gîtes. Donc, ça fait que la population double en période estivale. Donc, pendant cet ABC, nous avons fait des animations auprès des scolaires. On a fait des inventaires participatifs avec le soutien, le partenariat du Parc national des Cévennes, donc les agents de terrain, les associations locales, l'ALEP, l'association lozérienne d'éducation et de protection de l'environnement, le Réel 48 qui est devenu un CPIE, et puis d'autres associations proches pour voilà, permettre d'inventorier les espèces. Alors, à la base, avant de démarrer l'ABC, nous avions 718 espèces répertoriées, faune et flore, donc avant 2017. Et à l'issue de cette ABC, enfin oui, à l'issue, on en a contacté 620 nouvelles. Voilà, avec des espèces patrimoniales, donc avec une attention particulière, notamment le busard Saint-Martin, qui est nicheur sur le territoire, et on a créé comment on appelle ça, une zone de protection sur là où il niche. D'autres actions, donc au niveau du... Ouais, je ne parle pas de toutes les espèces, mais voilà, on a 91 espèces de lichens et champignons, 700 espèces végétales, un peu plus de 400 espèces d'invertébrés. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux mesures en faveur de la biodiversité que nous a permis d'établir l'ABC grâce au plan d'action. On a décidé de faire un fauchage différencié et tardif. Donc, les employés municipaux ont été formés. Ils ont aussi été formés au zéro phyto. On a aussi programmé la suppression et la diminution de nombreux points d'éclairage public. Donc, on a fait beaucoup d'animations avec les scolaires. On a une petite école d'une vingtaine d'élèves, tout niveau. Donc, on les a beaucoup fait participer à des inventaires participatifs. Voilà, des sciences participatives, pardon. On a créé, depuis l'entrée en ABC, la démarche ABC, la fête de la nature, qu'on poursuit chaque année. On a créé un marché de producteurs exclusivement pour valoriser les productions locales. On a répondu à l'appel à projet du parc concernant la plantation de haies mellifères qui a été réalisé là en tout début d'année. Le village de vacances, donc, qui est régie communale, est situé dans notre espace naturel sensible, a fait des efforts en matière d'éclairage, etc., de pas mal de compostage, tout ça pour qu'on puisse être valorisé, ce village de vacances, en étant marqué Esprit Parc. Et là, la commune a programmé des travaux qui vont démarrer très très prochainement, une rénovation énergétique de notre village qui a été construit dans les années 70, qui est un peu vétuste, et du coup voilà, on entame un gros chantier de rénovation énergétique sur ce village de vacances, et également sur les logements communaux, voilà, et l'école. Donc, en cours d'année dernière, en cours d'année 2022, j'ai vu cet appel à projet TEN. J'en ai parlé longuement avec le CPIE pour savoir si on pouvait s'engager dedans. Et parce que voilà, pour nous, l'ABC, il ne fallait pas que ça soit limité, terminé à l'ABC et on passe à autre chose. On a vraiment envie de poursuivre des actions.
Et l'exemplarité, être un modèle pour d'autres communes, ça nous tient à cœur. Donc, on poursuit des animations grand public. On envisage de restaurer le verger communal qui est à l'abandon. On envisage aussi, on a commencé à faire des chantiers participatifs, mais on envisage d'en continuer, notamment pour les projets inscrits dans le TEN. Voilà. Et cette démarche TEN, donc on a su qu'on était labellisé, qu'on avait obtenu le label en fin d'année 2022 pour ces 3 projets. Donc le premier, c'est la création d'un sentier d'interprétation autour de la rivière pour mettre en valeur le milieu aquatique, sa ripisylve, sa faune, tout ce qui est inféodé donc à ce milieu. La valorisation de l'espace naturel sensible et la création d'une mare pédagogique. Bon, voilà. Donc, les 3 prochains chantiers qu'on doit tenir avant l'échéance. Quoi d'autre? Donc, les aspects positifs de nos démarches, c'est qu'on réalise nos projets. On n'a pas choisi des projets de grande ampleur parce qu'on est limité économiquement et techniquement. C'est pour ça qu'on reste humble dans nos projets. Et voilà. On a aussi besoin d'échanger, de partager des expériences, d'accompagnement technique, etc. Et d'autres projets sont dans les tiroirs, mais bon, pour l'instant, on va déjà s'en tenir à cela. Ah ben, merci beaucoup. Déjà, effectivement, vous menez pas mal de choses là, puis on sent que malgré votre humilité, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses d'engagées, donc c'est très positif et inspirant, je pense, pour les autres territoires ou les collectivités là, qui peuvent suivre les échanges aujourd'hui. Avant de passer peut-être aux questions, on va du coup enchaîner directement avec le retour d'expérience donc de la commune de Montagnac et donc Monsieur Génère, si vous pouvez du coup présenter vos actions et je vous laisse la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend parfaitement bien. Très bien. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Génère, je suis adjoint à la mairie de Montagnac dans l'Hérault. Ça se situe dans le triangle Béziers-Montpellier 7. Nous sommes pratiquement riverains de l'étang de Tours. Donc, c'est un village, Montagnac, c'est un village typique du Bas-Languedoc. Nous avons environ 4500 habitants et un village de vacances aussi, donc une population qui s'agrandit l'été, en plus des plaisanciers du village. Nous sommes aussi un petit peu dans un périmètre Natura 2000, puisque pratiquement 10% de la superficie de la commune entre dans cette Natura 2000, dans ce Natura 2000 qui est appelé Plaine de Villeveyrac-Montagnac. Nous avons 3 SNIEF aussi, donc il y a un réel enjeu environnemental. Et c'est ce qui nous a donc poussé à, dans un premier temps, candidater à TEN, territoire engagé, et dans un deuxième temps, on le verra, un ABC. Donc, dans un premier temps, donc, nous avons candidaté TEN. Je voulais juste... C'est notre engagement d'élu. Si vous laissez sauter, bon, ça apparaîtra plus tard, peut-être. Attendez, excusez-moi, ça a coupé un tout petit peu de mon côté. Vous vouliez cette diapo-là ou la diapo suivante? Non, bon, d'accord. Celle-ci. Bon. Dans les enjeux de la biodiversité et dans le cadre de notre mandat, quoi. Bon, eh bien, écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, j'en parle et on passe à Athènes. Donc, je voulais juste faire un petit historique de notre
notre engagement sur le développement durable. Bon, il date de plusieurs mandats. Nous avons commencé avec l'agenda 21. Pour les plus anciens, ça parlera. Au passage, c'est toujours embêtant de changer de nom dans la communication. Agenda 21, TEN, ABC, c'est dans la continuité, et pour les administrés, quand ils s'habituent à un nom, bon, voilà, c'est toujours embêtant de repartir sur l'autre nom. Bref, c'était juste une remarque, quoi. Donc, nous avons engagé la ville, le village, sur le développement durable, avec en premier lieu un agenda 21, ce qui correspond à peu près aux pratiques et aux demandes de TEN. Alors, comment nous avons fait? Je pense que c'est assez important de la méthodologie, la méthode. Nous avons fait beaucoup d'ateliers de concertation. C'est-à-dire que nous avons demandé à nos administrés de se réunir et de nous dire qu'est-ce qu'ils attendaient en matière d'environnement, principalement. Il y a eu foule de réponses et de projets. Donc, à nous, les élus, de choisir et de hiérarchiser. Et je voudrais dire qu'à titre d'exemple, et pour les communes qui ne l'ont pas encore fait, je vous le conseille vivement, c'est la création de jardins partagés. Voilà, nous, on ne l'avait pas fait, c'était vraiment quelque chose à faire. Ça a été un grand succès, on va dire. Actuellement encore, nous avons 40 parcelles et toujours une liste d'attente après plusieurs années. Donc, le jardin partagé, ce qu'il y a de remarquable, c'est que ça couvre bien sûr le thème de la biodiversité, puisque on demande que ces jardins soient cultivés selon les règles de l'agriculture biologique, pour faire simple, pas de désherbant, pas de phyto, de synthèse. Et aussi, donc, thème de l'environnement, thème de l'économie, puisque bon, plus ça va et plus les fruits et légumes sont chers. Et thème social, se rencontrer intergénérationnel, interculturel. Voilà, donc c'est un exemple bien concret qui a débuté avec l'agenda 21, qui continue avec notre ABC. Par exemple, cette année, nous avons planté, comme dans la commune précédente, des arbres, et principalement des arbres fruitiers. Et ces arbres fruitiers, bon, c'est l'occasion aussi de communiquer sur la pollinisation, puisque nous avons aussi un rucher municipal. Les abeilles, c'est très important, on en parlera un peu plus tard. Voilà, donc… Monsieur Génère, je suis désolé juste de vous couper un tout petit instant. Parce qu'on a des petits soucis de connexion, de temps en temps, ça coupe un peu. Est-ce que vous pourriez juste couper votre caméra? Je vais peut-être demander aux autres invités de faire pareil pour qu'au niveau du flux, on essaye de gagner du flux pour éviter que ça coupe, mais autrement, allez-y. Je suis désolé de vous interrompre. Je coupe ma caméra, ça va? Ouais, je vais faire pareil aussi, et du coup, on vous écoute. Allez-y, allez-y. D'accord, j'espère que ça marchera mieux. Montagnac, territoire engagé pour la nature. Nous avons, lorsque nous avons candidaté, nous avons proposé donc 3 actions. La reconquête des friches communales, la protection des espèces rares, il y a une faute de frappe, ce ne sont pas des espaces rares, mais bien des espèces rares, et la 3e action, atlas de la biodiversité communale. Donc, on développe sur la photo suivante. Voilà. L'action 1, c'est la reconquête des friches communales. Alors, on a pu bénéficier là d'une opportunité, c'est que nous avions mis en place, sans que ça ait encore commencé, une AFAF. Une AFAF, c'est un aménagement foncier, agricole et forestier.
C'est un outil qui est peu utilisé, on va dire, et parce que lourd à mettre en place peut-être, mais qui est très intéressant puisque ça permet, avec des financements du département, une reconquête de friches et une reconquête aussi ou une restructuration des exploitations agricoles. Donc, côté privé, ça a été ça, restructuration des exploitations agricoles, mais côté communal, ça a été bien sûr la reconquête de friches communales, parce que à Montagnac, je présume, comme dans pas mal d'autres villages, le foncier communal, ben, c'est des confettis. Donc, cette opération AFAF, ça nous a permis de faire des échanges et d'avoir un foncier communal un peu plus regroupé, un peu plus apte à faire quelque chose d'intéressant. Donc, notre objectif dans cette reconquête, bien sûr, des friches, c'est principalement limiter la propagation des incendies. Puisque, bon, la biodiversité, elle est remise à plat après à chaque incendie. Alors, nous, je pense que comme dans toutes les communes du Sud, hein, c'est notre principale préoccupation, surtout l'été. Donc, nous avons fait un inventaire des parcelles communales. Nous avons sélectionné celles qui sont les plus récupérables et nous allons probablement, oui, engager quelques actions dessus. Nous avions prévu de déposer un dossier précédent, oui, merci, un dossier auprès du département pour la reconquête de ces friches. Donc, ça s'est un petit peu superposé ou juxtaposé avec la demande d'ABC. Donc, nous attendons la fin de l'ABC pour être sûr exactement de savoir ce que nous voulons faire et comment, et ensuite de demander une aide financière au département. Voilà. Merci. N'hésitez pas pour la présentation peut-être des prochaines à accélérer un tout petit peu. Je regarde juste le timing, donc n'hésitez pas. Bon, allez, on va accélérer. L'action 2, c'était la protection des espèces rares, pas d'espaces rares. Et nous avons donc signé 2 chartes avec, d'une part, le SMBT, c'est le syndicat mixte du bassin de Thau. Comme je vous disais, on n'est pas une commune maritime, mais on est très proche, donc on dépend de cette structure. Et ça, dans le cadre de notre zone Natura 2000. Et ça concerne le faucon cresserellette. Pour ceux qui le savent, c'est une espèce migratrice et qui est extrêmement rare. Nous avons fait aussi une deuxième charte avec la LPO Occitanie concernant la protection d'une espèce qui est tout aussi rare et qui s'appelle les oreillards gris. C'est une espèce de chauve-souris qu'on a découvert donc sur notre commune. L'action 3, voilà. Alors l'action 3, bien sûr, ça a été la demande de la classe de la biodiversité. Donc là aussi, ça a été quelque chose qui a été engagé depuis quelques années, puisque pour rien vous cacher, c'est pas une, c'est pas 2, mais c'est bien 3 dossiers que nous avons déposés avant d'être accueillis. Voilà, donc c'est la persévérance qui a prévalu, mais c'est aussi à chaque fois on a amélioré notre demande, et en particulier la dernière, nous sommes associés avec une commune voisine qui s'appelle Saint-Pons-de-Montchien, et c'est ce côté intercommunal, je pense, qui a fait pencher la balance en notre faveur. Donc, ça a été réalisé en plein Covid, comme tout le monde, donc coup d'arrêt. Et c'est que pratiquement depuis un an,
oui, depuis 1 an que les actions peuvent commencer à être mises en place. Alors, nous nous faisons accompagner pour ces actions par CPIE. De nouveau, c'est le CPIE bassin de Thau. C'est très important d'être entouré de professionnels compétents. Et puisque nous avons 3 volets, donc notre ABC s'appelle l'ABC des faucons, en référence justement à ces faucons cresserellettes, dont le berceau est bien dans notre village, ou plutôt celui de Saint-Pons, berceau au sens propre et figuré, puisque les faucons viennent nicher tous les ans sous les tuiles des toitures de Saint-Pons et de Montagnac. Donc, nous avons eu un ABC, 3 volets d'inventaire, un inventaire fait par des professionnels. Donc, concernant là aussi je fais une parenthèse, le faucon cresserellette, il est pris dans un PNA, un plan national d'action, ce qui fait qu'on l'a un petit peu sorti de l'ABC. Et on a gardé notre financement pour d'autres actions. Donc, puisque 3 minutes. Voilà, juste pour... Oui, alors bon, alors, très rapidement, hein, nous avons fait donc des inventaires participatifs avec l'aide de ce CPIE de Thau, et nous avons fait aussi, nous allons mettre en place, nous mettons en place, pardon, des aires terrestres éducatives avec notre école communale. C'est une opération qui est très importante et qui marche là aussi bien partout où elle a été mise en place. On associe les écoles à cet agenda, et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas rater. Donc, il nous reste encore une quinzaine d'actions à mener, tant sur notre village que sur celui qui est voisin du nôtre. Pour la petite histoire, bon, vous voyez au passage les espèces qui nous concernent, le loutarde canepetière, le rôlier, bien sûr le faucon cresserellette, enfin des odonates dont certaines libellules très rares, etc. Voilà, donc si je veux être dans les temps, j'arrête ma présentation et je pense que... Merci beaucoup. Voilà. Il y a bien sûr évidemment d'autres animations qui sont prévues. Principalement, c'est des sorties salades, enfin, plantes comestibles. Nous avons fait la nuit des nuits pour... que nous avons appelé Nuit de la Chouette, pour répertorier aussi des espèces nocturnes, et monter des murets en pierre sèche. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Génère, là, pour cette présentation. On va repasser du coup aux questions, puisqu'il y en a quelques-unes dans le chat, et notamment qui vous concernent plus particulièrement, même si Madame Bonneau, vous nous avez aussi transmis dans le chat là, quelques éléments. Les questions qui se posent notamment, n'hésitez pas à remettre vos caméras l'un comme l'autre si vous souhaitez réagir. La question, c'est surtout comment vous faites pour mobiliser la population. Donc, côté Montagnac, vous avez dit que manifestement, alors c'était peut-être au moment de l'agenda 21, vous aviez réussi à mobiliser une grande partie de la population. Donc, du coup, les personnes s'interrogeaient sur comment vous avez fait et finalement, quelle est à peu près la part de population qui a été mobilisée. Alors, je prends la parole. Oui, allez-y. Sur Montagnac, voilà, c'est la clé de la réussite. Hein. Il n'y a pas de, enfin, en tant qu'élu, je vous le dis, c'est clair, net et précis. S'il n'y a pas de participation, tout ce qu'on peut faire, c'est se faire plaisir, pas plus. Donc, oui, on a fait ces ateliers de concertation et ça a été le point de départ de tout. La population, à mon avis, n'est pas assez encore impliquée, mais il y a un départ. Il y a un départ et il y a, oui,
toutes nos animations que nous faisons aujourd'hui, elles sont toujours suivies par diverses personnes, pas forcément les mêmes, puisque chacun a un centre d'intérêt différent. Oui, il y a une participation qui est là, qui est pas si mal que ça, puisque bon, à certaines animations, on est obligé de ne pas prendre tout le monde. Donc voilà. D'accord. Donc oui, il y a quand même, vous avez des bras et des gens qui ont envie de découvrir un peu plus sur votre territoire. Peut-être Madame Bonneau, votre expérience par rapport à ça, est-ce que vous nous avez répondu dans le chat ou peut-être nous expliquer aussi comment vous avez mobilisé, avec quels outils? Alors, effectivement, les animations qu'on a proposées en partenariat avec le parc nous ont amené beaucoup de personnes intéressées. Vraiment, elles avaient toutes du succès en général. Donc, tout ce qui était ouvert au public nous a attiré beaucoup de participants. Ensuite, effectivement, l'enquête, comme j'ai écrit, c'est assez compliqué pour obtenir des réponses. Et voilà ce que, comme je mets dans mon message, on avait fait intervenir une petite association qui avait fait le recueil d'idées à Florac, qui est déjà une ville un peu plus dense que la nôtre, et ça avait très bien fonctionné. Nous, il y avait peu de participants de la commune, mais plus de participants des communes voisines. Donc, ça nous a permis de conforter les idées qui avaient été émises à l'issue de l'enquête. Et voilà, on a fait ce travail-là seulement. Ok. Non, mais seulement, non, c'est déjà très bien. Pourquoi seulement? Alors, juste pour ajouter quelque chose, c'est que nous faisons pareil, nous avons aussi des gens qui ne sont pas forcément de notre commune. Alors, nous privilégions égoïstement d'abord les gens de la commune, et lorsqu'il y a des places disponibles, les participants d'autres communes. D'accord. On avait une question du PNRHL, alors peut-être plus pour Monsieur Jenner, je crois, ou par rapport à la dotation biodiversité, du fait que vous soyez notamment, enfin une partie de votre territoire en site Natura 2000. Est-ce que vous avez utilisé cette dotation dont disposent les collectivités pour mettre en place vos actions ou autres? Alors non, puisque je crois, parce que notre territoire ne repose que sur 10% seulement de Natura 2000. Et je crois qu'on n'a pas accès justement à cette dotation. Ok. Donc, nous ne l'avons pas utilisée, non. Si côté invité, vous avez des réponses par rapport au pourcentage à partir du moment duquel on peut basculer en dotation, moi je ne l'ai pas, mais si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à intervenir. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 50%. D'accord, ok. Ok, alors je vois qu'il faut être à 50%. Oui, effectivement, c'est ce qu'on nous confirme. Voilà. Enfin, à confirmer. Hein. Ok. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Je me permets d'intervenir un petit peu en amont. Il y avait des questions relatives à une commune qui allait être traversée par l'A69 et savoir si c'était un handicap pour devenir TEN. Non, c'est pas un handicap pour devenir TEN que de subir un aménagement. En revanche, toutes les actions qui pourraient être mises en œuvre sur la commune et qui relèveraient de la compensation ne peuvent pas intégrer la démarche TEN ou un programme comme ça. Il faut que ce soit une action volontaire et non pas une action réglementaire. Voilà, pour répondre. Après, nous, ce qu'on va regarder, c'est vraiment le niveau de départ de ce qui est fait en matière de biodiversité sur la commune et si le programme d'action territoire engagé pour la nature va plus loin, fait mieux, s'intègre dans une démarche de progrès, d'amélioration continue. Ok, merci Cécile pour ces compléments. On n'a pas forcément d'autres questions sur le chat. Et puis, ah si, on en a d'autres. Alors, vas-y Cécile, parce que du coup, j'ai pas de tête. Alors, c'est pas sur le chat, tu as raison, mais c'est vrai que par mail, puisque on a un partenaire qui est l'URCPIE et Boris Landberger-Isaac, qui est son directeur, me posait par mail la question, puisque le chat ne fonctionne pas pour lui. Il y avait plusieurs questions, et notamment une qui concerne TEN. Est-ce qu'une aire terrestre éducative peut constituer une action TEN? De même,
enfin voilà, peut intégrer. Est-il possible d'intégrer une ATE dans un ABC? Ça, je laisserai peut-être l'OFB répondre, mais dès lors qu'il s'agit d'une action volontaire, de quelque chose qui va plus loin que ce qui est déjà fait, ça peut constituer une action TEN. Alors pour les ABC, je laisse l'OFB répondre. Alors, intégrer l'ABC, oui, ça peut être une action prise en considération, y compris budgétairement. Et par contre, comme on a par ailleurs un appel à projet dédié aux aires éducatives, on ne peut pas répondre sur les deux appels à projet. On finance l'aire éducative, en clair, soit sur l'un, soit sur l'autre des appels à projet. On ne peut pas avoir deux fois du financement. Bon, non. Du coup, ok. Merci Stéphane pour cette réponse. Et Boris pour cette question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions côté Boris, du coup, qu'on n'aurait pas vu? Qu'est-ce qu'une ATE? Oui, peut-être. Repréciser exactement ce qu'est une ATE, parce qu'on est allé vite dessus, on utilise beaucoup d'acronymes. Alors, les ATE ou les AME, ce sont des aires terrestres éducatives, les ATE. Les AME, ce sont des aires marines éducatives. Donc, c'est porté par un binôme, un enseignant et une structure spécialisée en éducation à l'environnement. Il y a un site dédié, si vous tapez aire éducative, vous tomberez sur le site dédié de l'OFB qui pilote ce dispositif. Et les trois grands principes de ce dispositif, c'est donc que les enseignants puissent faire les matières classiques, français, mathématiques, géographie, mais en s'appuyant sur une aire dans l'espace à proximité de l'école. Donc, par exemple, dénombrer les invertébrés, ça c'est pour les mathématiques. Nommer les fleurs, ça c'est pour faire du français, rapprocher du latin ou du grec, c'est plutôt pas mal, des fois ça ouvre un peu quelques horizons. Ou faire de la géographie en délimitant, ne serait-ce qu'en délimitant l'aire terrestre ou marine. Ensuite, c'est aussi un éveil à tout ce qui est démocratie participative. Il faut que les enfants, dès le début du projet, puissent émettre leur avis sur où est-ce qu'ils aimeraient que cette aire se mette en place, et qu'ils décident ensuite collectivement, pour différentes raisons, leur choix. Et c'est aussi cet éveil à démocratie participative, c'est que le troisième acteur qu'on essaye d'impliquer dans ces projets sont plutôt les collectivités, les communes, pour que les enfants puissent exposer leurs projets au conseil municipal. Que le conseil municipal soit aussi facilitateur sur l'accès à des parcelles publiques. C'est plutôt de privilégier ça. Ça peut être aussi déployé sur des parcelles privées, mais c'est mieux si c'est public. Et puis ça permet aussi de rencontrer les gestionnaires de ces espaces publics, d'apporter aussi un regard, apprendre aux enfants comment tout ça s'enchevêtre entre les différents acteurs, le gestionnaire du site, le commanditaire du site, etc. etc. Voilà, merci pour cette réponse très complète sur ce qu'est une ATE. Une AME. Mais je vois que l'heure défile, donc il est temps de passer à l'heure des remerciements quand même pour l'ensemble des interventions, puis aussi vos questions qui ont permis d'enrichir les débats. Si vous ne l'avez pas encore fait, bon, vous connaissez les calendriers maintenant, mais n'hésitez pas à finaliser votre candidature donc pour ABC ou préparer celle de l'année prochaine. Pour TEN, eh bien, à vos tableurs, à vos idées, n'hésitez pas à brainstormer entre élus et avec vos citoyens, avec les associations pour proposer 3 actions dans le dispositif TEN 2023. Et aussi, surtout, on vous invite, enfin surtout, et pas que, en complément, bien entendu, à nous rejoindre le 20 avril prochain, puisqu'on a un webinaire de l'ARB qui arrive pour la présentation du guide Planton local en Occitanie, qui vous présentera toutes les palettes végétales de plantes indigènes que vous pouvez planter en Occitanie, un travail de longue haleine qui a été mené avec des experts en botanique. Donc c'est le jeudi 20 avril de 14h à 15h30. On reste sur le même principe. Bien entendu, sur l'ensemble des webinaires, il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ARB. On vous renverra l'ensemble des présentations. Donc vous aurez toute l'information. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas forcément à nous envoyer un mail. On y répondra avec grand plaisir. Et pour tout ce qui est information, on a parlé beaucoup de financement, de nouveaux dispositifs, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller sur le site internet de l'ARB ou à nous suivre, notamment sur un réseau social, donc sur LinkedIn, où on met de l'information de manière plus régulière, ou Twitter. Voilà, on a tout dit à peu près en termes de communication. On est à peu près dans les temps. Du coup, on vous remercie pour nous avoir suivis là sur cette heure et demie. Et puis on vous dit, de toute façon, à très bientôt et sans doute au 20 avril.
bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir aussi. Merci beaucoup. Au revoir.